Est-ce que je peux balancer sur les réseaux sociaux? Balancer, l'expression n'est peut-être pas très heureuse, mais on sait qu'elle vient d'un hashtag balance ton porc, qui concernait, le harcèlement sexuel et qui visait à dénoncer certains comportements. Nous y reviendrons dans un instant. Juridiquement, balancer, ça veut dire accuser. Et là va se poser la question de la preuve. Est-ce que l'on peut accuser quelqu'un sans preuve? Alors, il est vrai que la question se pose surtout dans les problèmes de sexisme, de harcèlement sexuel, de harcèlement moral. C'est là qu'on se pose souvent la question de la dénonciation de certains faits parce qu'on ne peut pas les prouver. Alors, quand on parle précisément de harcèlement moral ou sexuel, sachez juste qu'il existe un partage de la charge de la preuve à l'article L 1154-1 du Code du travail, qui fait qu'en gros, la personne qui se dit victime de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel présente, comme il est dit, des éléments de fait, tout de même de fait, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse qui, dans un procès prud'homal, est l'employeur, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Cela ne veut pas dire que l'on peut accuser sans preuve. Balancer sur les réseaux sociaux, surtout si c'est sans preuve, c'est de la diffamation. Nous y reviendrons dans un instant. Mais voyons d'abord, toujours dans cette optique d'accusation sans preuve ou de dénonciation sans preuve, ce qu'il en est si on ne le fait pas sur les réseaux sociaux, mais auprès de quelqu'un d'autre. Et là, ça s'appelle éventuellement de la dénonciation calomnieuse. Alors la dénonciation calomnieuse, qu'est-ce que c'est? C'est l'article 226-10 du Code pénal qui nous dit que la dénonciation effectuée par tout moyen est dirigée contre une personne déterminée d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, etc. Alors, de quoi s'agit-il? En gros, de mentir auprès de quelqu'un qui peut sanctionner. Ce quelqu'un, ça peut être l'employeur, euh, un supérieur, un cadre. Si je vais dire au patron, celui-là a tapé dans la caisse, ou celui-ci me harcèle, ou celui-ci m'agresse, etc. Donc, dès lors que c'est faux et que je le fais à quelqu'un qui peut sanctionner, cela est de la dénonciation calomnieuse. Il existe un cas spécifique de dénonciation calomnieuse. C'est celui qui est visé à l'alinéa suivant de l'article 226-10 du Code pénal. Que nous dit cet alinéa? La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision devenue définitive d'acquittement de relax ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis et que celui-ci n'est pas imputable à la personne concernée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dépose plainte contre quelqu'un, bon, si la plainte est classée sans suite, on s'arrêtera là. La personne contre laquelle j'ai déposé plainte peut éventuellement, à son tour, déposer plainte en dénonciation calomnieuse. Mais si la plainte n'est pas classée sans suite et qu'elle suit son cours, soit que le plaignant se constitue partie civile ou fait une citation directe devant le tribunal correctionnel, soit simplement que le procureur de la République pense que ça vaut la peine, c'est justifié de poursuivre l'affaire, de la renvoyer devant le juge répressif, et que le juge répressif, que le tribunal correctionnel notamment, prononce un jugement de relax, ou même si un juge d'instruction est désigné et qu'à la fin de l'instruction, le juge d'instruction considère qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, à renvoyer devant la juridiction. Ça veut dire un non-lieu. Bon, bah, dans ce cas-là, le seul fait d'avoir déposé plainte contre quelqu'un et que cette plainte s'arrête au stade du juge d'instruction ou est considérée comme non justifiée devant le juge répressif, eh ben, cela constitue le délit de dénonciation calomnieuse. Et c'est vraiment l'histoire de l'arroseur arrosé ou du retour de boomerang. Donc ça pose encore une fois la question de la preuve qui est absolument fondamentale, parce que même si dans un procès pénal, s'il y a une instruction, ce n'est pas toujours le cas, ou une enquête préliminaire, ça il y a généralement, mais si ce qu'il y a avant le jugement ne permet pas d'apporter la preuve, eh ben, il faut quand même être très prudent. Celui qui accuse peut se retrouver condamné pour dénonciation calomnieuse. Donc attention à cela. Mais la question initiale,
c'était balancé sur les réseaux sociaux. Et effectivement, cette formule pas très élégante s'appelle diffamation en droit, et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, donc on voit d'où ça vient, nous dit que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Ensuite, on nous explique que cette diffamation n'est pas forcément, ne vise pas forcément directement la personne. Ça peut être de manière dubitative, comme il est écrit là, même si on ne nomme pas la personne, mais on la désigne suffisamment pour qu'on comprenne de qui il s'agit. Et bien dans ce cas-là, c'est quand même de la diffamation. Et la diffamation publique est punissable de 1 an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La diffamation non publique est punissable d'une contravention de 1 500 euros au maximum. Mais balancer sur les réseaux sociaux, accuser sans preuve sur les réseaux sociaux, c'est de la diffamation publique. Alors, juste pour l'anecdote, l'article 41, alinéa 4 de cette loi sur la liberté de la presse nous dit qu'il n'y a pas de diffamation ou d'injure ou d'outrage si les faits sont commis devant un tribunal ou dans les écrits judiciaires à l'occasion d'un procès. Et c'est pourquoi on voit des fois des choses absolument incroyables dans les prétoires ou dans les écrits des avocats. On peut se lâcher, on peut mentir, on peut raconter n'importe quoi. Alors évidemment, le juge n'en tiendra peut-être pas compte s'il n'y a pas de preuves. Mais c'est vrai que certains disent calomnier, calomnier, diffamer, diffamer, il en restera toujours quelque chose. Alors ça ne devrait pas être le cas dans un cadre judiciaire, mais c'est vrai que je peux raconter tout ce que je veux, mentir autant que je veux devant un tribunal, ça ne pourra pas m'être reproché, sauf dans quelques rares hypothèses extrêmes. Donc, accuser à tort sur les réseaux sociaux, accuser sans preuve ou à tort, c'est pas tout à fait la même chose, mais accuser sur les réseaux sociaux sans pouvoir prouver ce que l'on dit, ça peut se retourner contre vous, ça peut être diffamatoire. Et c'est d'autant plus difficile à supporter si ce que l'on dit est vrai, mais qu'on ne peut pas le prouver ou que c'est prescrit. La libération de la parole est très bien, elle est même salvatrice. C'est vrai aussi dans l'entreprise, avec la problématique du harcèlement sexuel, entreprise ou service public. Mais c'est vrai aussi dans la rue. Elle est quand même plus problématique sur les réseaux sociaux et dans les médias, justement comme on l'a vu, car l'accusation peut se retourner contre l'accusateur, l'accusatrice plus souvent, même si elle est vraiment victime. Mais en toutes circonstances, les violences sexistes ou sexuelles posent la question de la preuve. Car dans une démocratie, dans un état de droit, le pire n'est pas de ne pas condamner un coupable. Le pire, c'est de condamner un innocent. Une accusation sans preuve, où l'accusé n'a aucun moyen de prouver ce qu'il n'a pas fait, ça ne peut pas fonder une condamnation. Et une telle condamnation serait de toute façon contraire au droit au procès équitable qui est visé à la Convention européenne des droits de l'homme. Pourquoi les victimes de faits qui ne sont pas prouvables ou qui sont prescrits ont tendance à s'en remettre au tribunal de l'opinion. Et c'est encore plus vrai lorsque l'accusé est un notable. Et le résultat, ça peut être une condamnation en diffamation, comme ce fut notamment le cas de la journaliste Sandra Muller, à l'origine du hashtag Balance ton porc. Mais curieusement, sa condamnation fut infirmée par la Cour d'appel de Paris le 31 mars 2021 sur la base d'une motivation qui peut paraître plus sociétale ou politique que juridique. La Cour d'appel avait confirmé que les propos de la journaliste Sandra Muller étaient diffamatoires et que les documents qu'elle avait produits n'établissent pas la preuve parfaite du harcèlement sexuel. Mais la Cour d'appel a aussi considéré que le hashtag Balance ton porc avait pour objet de dénoncer le harcèlement sexuel en général, sans se limiter aux faits visés par la loi, dans le code pénal ou le code du travail, et que le harcèlement sexuel est contraire aux règles morales communément admises dans la société française actuelle. Si on s'arrêtait là, une telle décision aurait difficilement résisté à un examen de la Cour de cassation,
car il n'appartient pas au juge de juger la morale ou l'air du temps. Mais la Cour d'appel de Paris a estimé qu'il existait une base factuelle suffisante pour balancer son port en quelque sorte, propos qui, selon la Cour d'appel, s'inscrivent dans le cadre d'un débat d'intérêt général. Là encore, la Cour d'appel a peut-être confondu l'arène judiciaire avec l'arène politique ou la place publique. Mais elle a constaté qu'après les tweets accusant de harcèlement sexuel Éric Brion, ancien dirigeant de la chaîne de télé Equidia, ce monsieur s'était exprimé publiquement dans un sens qui semble confirmer les allégations de la victime. La Cour d'appel a privilégié la liberté d'expression et l'approche sociétale. Si une telle décision est de nature à réduire l'ampleur du harcèlement sexuel et des autres manifestations sexistes, il faut s'en féliciter. Si elle est le prélude à des accusations sans preuve et à ce qu'on appelle des fois une dérive à l'américaine de la société française, il faut s'en inquiéter. Le prix à payer pour lutter efficacement contre toute forme d'outrage sexiste ou d'agression sexuelle ne devrait pas aller jusqu'à croire l'accusatrice sur parole. En droit, et surtout en justice, la question ne devrait pas être croire ou pas croire, mais prouver, même si on sait que dans un procès d'assises, c'est l'intime conviction qui fonde la décision des jurés. Mais ce prix peut ou doit être une modification des rapports entre hommes et femmes, pour le meilleur et parfois aussi pour le moins exaltant. Le moins exaltant, ça peut être la contractualisation des relations intimes. Cela existe déjà sur certains campus américains où les préliminaires peuvent prendre la forme de la signature d'un acte de consentement. Dans de nombreux domaines, ce qui se passe outre-Atlantique arrive en Europe et ailleurs quelques décennies plus tard. Mais même si Don Juan est devenu vieux porc, il vaut mieux le démontrer, le prouver, si difficile que cela soit, que de le balancer sur les réseaux sociaux. Merci de votre écoute et à bientôt.